BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benaouda Abdelhaim et sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Et puis Alexandra Paget qui fera part d'un livre, c'est La République de Weimar qui est au menu aujourd'hui. Mais tout de suite, on retrouve nos deux critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr, critique en chef des pages livres à Alternative Économique. Et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, président et animateur de la rubrique livre, lui aussi, à la Société d'économie politique. Nous n'avons qu'un livre au programme aujourd'hui, mesdames et messieurs, mais quel livre? Alors, tous les deux, Christian, Jean-Marc, vous l'attendiez depuis un moment. Est-ce que j'ose dire que Jean-Marc l'attendait peut-être un peu plus que Christian, puisqu'il s'agit de son dieu, il s'agit de son idole, à Jean-Marc Daniel, David Ricardo, et donc une biographie qui sort, L'économiste capital, par Nicolas Buat. C'est aux belles lettres. Peut-être, alors on va détailler l'œuvre, l'homme, etc. Mais grosso modo, déjà peut-être, allez, un premier sentiment sur ce livre, Jean-Marc Daniel. Alors je suis un peu mitigé, je ne vais pas dire déçu parce que quand même l'essentiel y est, mais je trouve que l'auteur s'est un peu dispersé. C'est-à-dire que Ricardo, j'allais dire, le grand absent du livre, c'est David Ricardo, si j'étais un peu méchant, parce qu'alors on entend parler de Jane Austen, il nous déclare de son amour pour Jane Austen, l'auteur, l'écrivaine du début du 19e siècle. George Eliot, qui est aussi une écrivaine anglaise, tous ces gens sont estimables, Trollope aussi. Bon, on passe à avoir revu toute la littérature britannique du 19e siècle. On découvre qu'on a droit à une vie de résumé d'Adam Smith, une autre de Liszt et tout ça. Et puis, il y a quand même des personnages dont j'aurais pu penser qu'ils auraient été plus présents. Senior, qui a été le premier professeur d'économie, qui s'inscrit dès son premier cours comme étant le grand disciple de Ricardo, apparaît au travers d'une citation de Karl Marx. Mais sinon, on n'en parle jamais. Donc, je trouve que le livre a fait des choix dans la façon de présenter les choses qui s'éloignent un peu trop du Ricardo que je connais et que je pense être celui qui est le plus connu et reconnu dans le monde universitaire et dans le monde plus général de l'économie. Alors, le deuxième chose que je dirais, c'est il y a un parti pris qui est d'essayer d'opposer économie politique à sciences économiques. Donc, on verra dans la conversation. Je trouve ça un peu artificiel. Je pense que les deux c'est deux mots qui désignent quelque chose qui a évolué, mais c'est pas quelque chose qui est opposé. Puis, je laisserai le soin à Christian de se poser la question de savoir pourquoi Paul Fabra joue un rôle aussi important dans le livre. Moi, alors, je crois que j'ai compris pourquoi. Oui. Ah bah alors très bien. Alors, je dirais attendez, alors juste l'impression d'ensemble, Christian, parce que quand on entend Jean-Marc, on entend bien sa critique, mais on se dit en même temps, est-ce que finalement, si c'était pour répéter tout ce qu'on sait déjà sur Ricardo, c'était. Mais on ne sait pas toujours tout. Il y a quand même. Oui, il y a toujours on apprend toujours deux, trois petites choses. Moi, j'ai jamais lu aucune biographie de Ricardo. Je connaissais rien du tout. Hein, donc, mais je suis d'accord avec Jean-Marc. On tourne beaucoup autour du personnage, et en fait, c'est pas une vraie biographie. Une biographie, c'est on va chercher des éléments nouveaux, originaux, on va fouiller à droite à gauche. Visiblement, c'est une biographie de deuxième main. L'auteur a rien cherché du tout. Il a simplement lu quelques petites choses sur Ricardo. Alors, effectivement, moi qui adore Jane Austen, j'étais content de retrouver de Jane Austen, de voir tous les passages qu'il nous décrit avec moult de détails Adam Smith, mais sur tous les sujets clés, que ce soit sur la vie du personnage ou sur son économie politique, j'ai été extrêmement déçu. L'auteur a tourné autour du personnage, on rentre jamais vraiment dedans. C'est le grand absent. J'ai bien aimé la remarque de Jean-Marc. Peut-être que malheureusement, le grand absent, c'est Ricardo. Je vais vous poser une question qui peut paraître stupide, mais est-ce qu'il est question un peu d'économie dans ce livre? Ah oui. Oui. Alors, alors, il y a deux chapitres au centre du livre où il revient sur deux notions essentielles qui, pour lui, sont les piliers de l'œuvre de Ricardo. C'est toute la théorie de la valeur, dont il dit qu'effectivement, dans le principal livre de Ricardo, c'est le premier chapitre. Et d'ailleurs, il explique assez bien que Ricardo a du mal à arriver à une conclusion sur ce qu'est la théorie de la valeur. D'ailleurs, son dernier livre, son œuvre posthume, et porte encore sur la valeur parce qu'il n'arrive pas à une conclusion claire et nette de ce que c'est que la valeur. Donc, au bout d'un moment, d'ailleurs, quand on lit le livre de Ricardo, on s'aperçoit qu'à la fin du chapitre, il évacue le sujet en disant c'est pas ça le centre de ma préoccupation. Et donc, et la vraie préoccupation, c'est le chapitre suivant du livre, où c'est le partage, la répartition entre les rentiers, les capitalistes et les travailleurs, suivant un schéma qui est assez connu, mais qui est assez bien exposé
exposé dans le livre et dont il rappelle quand même vraiment les vrais enjeux. C'est-à-dire que l'obsession de Ricardo, c'est véritablement de dénoncer le rentier. C'est un personnage qui, parce qu'il est propriétaire, bénéficie d'un revenu et qui voit son revenu s'accroître au fur et à mesure que la population augmente. Et il dit bien que Ricardo, en plus, est gêné par ça parce que le rentier, il est propriétaire. Et que Ricardo n'a pas l'intention de porter atteinte au droit de propriété. C'est-à-dire que l'origine de l'avantage du rentier, c'est qu'il est propriétaire, et pourtant Ricardo considère que le droit de propriété est un élément constitutif et fondamental de la société civile. Et donc là, c'est assez bien exposé. Et donc là, c'est ce qui sauve pour moi le livre. C'est ces deux parties où et en plus, il compare les idées de Ricardo aux idées de son époque, c'est-à-dire aux autres personnes qui ont mis en avant effectivement ces enjeux. Et après, on découle les histoires de libre-échange, de l'impôt et tout ça. Mais vraiment, cette partie sur valeur et partage de la production entre rentiers, capitalistes et travailleurs est bien menée et véritablement rend vraiment hommage à l'œuvre de Ricardo. Christian Chavagneux. Je me demandais toujours pourquoi j'avais du mal à comprendre le chapitre sur la valeur. Et en fait, j'ai compris. C'est parce que Ricardo non plus, il n'a pas compris ce qu'il écrivait sur la valeur. Et donc, quelque part, ça m'a rassuré. Ouais. Et l'auteur nous dit, d'ailleurs, Ricardo a beaucoup de mal à écrire. En fait, il a du mal à accoucher de son livre. À un moment donné, même, le livre a failli ne pas du tout être publié. Il a fallu que ce soit ses amis qui disent, mais James Mill, qui disent, mais si, allez, je vais t'aider, on va le reprendre, tu vas publier ton truc. En fait, Ricardo a beaucoup de mal à écrire. Et donc, quand il se lance sur la valeur, effectivement, là, on doit attendre Piero Sraffa plusieurs siècles après pour boucher les trous et dire, en fait, ce que Ricardo aurait pu dire pour aller jusqu'au bout, c'est ça. Sur le profit, moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de pages qui sont consacrées à Fabra. C'est que sur le profit, c'est pas très clair non plus chez Ricardo. Donc, il va falloir aller chercher plusieurs siècles après Paul Fabra, qui, en s'inspirant des thèses de Ricardo, va développer une histoire et une compréhension du profit qui vont faire que... Et puis, il y a quand même Ricardo, si on ne le connaît que pour une chose, même si on ne connaît rien Ricardo, c'est des avantages comparatifs. Et ces fameux exemples de l'Angleterre, du Portugal, du drap et du vin. Mais pourquoi est-ce que Ricardo, il a pris ces deux pays et ces deux produits? Mais ce n'est pas un hasard du tout. Et là, l'auteur nous dit rien sur ce qui est la clé quand même un peu de ce qui est de l'héritage de Ricardo. Pourquoi il a pris ça? Parce qu'il y a un traité de libre-échange entre l'Angleterre et le Portugal, ce qu'on a appelé le traité de Methuen. Et Ricardo n'en parle pas, mais on sait qu'il a lu Smith, et Smith en parle beaucoup. Donc il le savait. Et l'auteur nous dit quand même, non, c'est pas une histoire de un jour c'est le Portugal qui est en excédent sur les Anglais grâce au vin, un jour c'est... Non, les Anglais ont toujours été en excédent sur les Portugais. Et pourquoi? Parce que les Portugais se sont fait avoir. Et pourquoi les Portugais se sont fait avoir? Parce que les Anglais ont dit, écoutez, vous allez ouvrir votre marché, ce qu'on appelle le drap, c'est-à-dire le textile anglais en général, et en échange, je vous assure une chose, c'est que vous aurez toujours des droits de douane sur votre vin qui sont inférieurs de 30% aux droits de douane français. Donc les Portugais ont dit... C'est super, on va prendre le textile britannique, mais nous, on sera toujours plus compétitifs que les Français. Qu'ont fait les Anglais? Ils ont augmenté considérablement les droits de douane sur les vins français, ce qui fait que même 30% en dessous, c'était bien trop cher pour les Anglais d'acheter du vin portugais. Donc personne n'a acheté le vin portugais. Par contre, les Anglais avaient gagné le libre-échange pour le textile britannique. Et donc là, on n'est pas du tout dans les lois de l'économie. On est dans des rapports de force, dans des rapports de force politiques. Tout ça étant lié à la succession du trône d'Espagne. Et donc, on voit bien que ce que Ricardo nous dit, mais je vais vous décrire les lois naturelles. Alors, l'auteur nous dit en introduction, Ricardo, c'est vraiment l'auteur qui est neutralité axiologique. Alors, il ne prend jamais parti politiquement. Mais Jean-Marc l'a dit. Un coup, c'est les propriétaires, un coup, c'est les rentiers. Là, il se bat entre il fait rentrer la géopolitique entre deux pays. Donc, Ricardo, c'est quelqu'un qui a fait de la politique en permanence. D'ailleurs, moi, j'ai appris que... Bon, moi je savais qu'il avait été élu député. Je me suis trompé, parce que j'ai appris dans le livre qu'il n'a pas été élu député. Il a acheté sa circonscription. Oui, à l'époque, on a acheté en Irlande, où il n'a jamais mis les pieds. En Irlande, où il n'a jamais mis les pieds. Voilà. Donc on est vraiment à côté de la plaque. Et juste fini, mais là, avec un truc. Moi, j'aurais voulu quand même que l'auteur revienne sur dans sa grande histoire de la pensée économique. Schumpeter parle de Ricardo, évidemment, on ne peut pas passer à côté. Et il parle du vice ricardien. C'est quoi le vice ricardien pour Schumpeter? C'est cette capacité de Ricardo à prendre des hypothèses complètement irréalistes qui sortent de nulle part et à en tirer des conclusions pratiques pour aujourd'hui. Et c'est ce que Schumpeter dit. Ça, c'est le vice ricardien. Il ne faut pas faire ça en économie. Malheureusement, c'est un peu ça qui est devenu l'économie. Mais alors, ça me rassure un peu parce que... alors, d'abord, on va dire un mot quand même sur Paul Fabra parce que vous l'avez cité sans dire qui il était et je ne suis pas sûr que les jeunes générations qui nous écoutent sachent qui est Paul Fabra. Moi, je vous donne une expérience personnelle. Pourquoi j'ai fait des études d'économie? C'est parce que donc Paul Fabra, qui était un grand éditorialiste du quotidien Le Monde sur l'économie, je n'arrivais pas à comprendre ses éditos. Je me suis dit, je vais faire de l'économie.
Et plusieurs années d'études économiques plus tard, je n'ai toujours pas compris les éditos de Paul Fabra. Donc si vous me dites qu'il a rajouté de la complexité à la complexité ricardienne, c'est quand même dommage. Alors, pourquoi Paul Fabra est-il aussi présent dans ce livre? Alors, c'est ça qui est assez curieux, parce qu'effectivement, dans la liste des gens qui sont les disciples de Ricardo, et de ceux qui ont... Parce que, contrairement à ce que dit Christian, c'est assez clair à la fin, Ricardo, il y a quand même des... Alors, effectivement, il fait de la politique, donc il est plutôt dans le réel, hein, et il fait de la politique pas n'importe où. Il est à la gauche de la gauche. Enfin, il est proche du parti Whig, qui va devenir le parti libéral, et qui est l'aile gauche de la démocratie anglaise telle qu'elle fonctionne avant 1830. D'ailleurs, là aussi, le livre nous perd dans la façon dont a été réformé le système électoral en 1832, c'est-à-dire 9 ans après la mort de Ricardo, donc ça ne le concerne pas directement. Mais non, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Paul Fabra, pour lui, c'est un des personnages, et donc Christian l'a dit, c'est un des personnages qui, par l'intermédiaire de ses articles dans Le Monde, a rendu à la fois lisible, compréhensible, et réactualisé la pensée de Ricardo. Oui, c'est là où quand on lit d'ailleurs, alors il fait allusion non seulement à ses articles, mais à Florilège, qui est devenu l'anticapitaliste, c'était le livre de référence de Paul Fabra. Paul Fabra insiste davantage dedans sur tous les aspects finances publiques, sur le fait que, effectivement, sur ce qui est devenu l'équivalence ricardienne, c'est-à-dire sur le fait que, de toute façon, tout financement de l'État par l'impôt ou par l'emprunt est un prélèvement sur la richesse, et sur le fait que, d'une certaine façon, l'État, grosso modo, est un destructeur de richesse par rapport Ce que Ricardo n'a pas écrit. Hein. Ricardo n'a jamais écrit sur l'équivalence ricardienne. Hein. Non, mais il a écrit, pas sur la version de Barreau, sur les anticipations rationnelles, il n'a jamais écrit ça, mais il a bien dit quand même que l'État est un prélèvement sur la richesse. Il nous reste 20 secondes. Jean-Marc Daniel, quand même, percer ce mystère. Pourquoi David Ricardo est-il votre économiste préféré? Alors, c'est mon économiste préféré parce que... Vous avez 20 secondes. C'est la rente, c'est la capacité à identifier dans l'activité économique des gens qui sont en capacité, parce qu'ils ont réussi à obtenir un droit par l'intermédiaire de l'État, en l'occurrence le droit de propriété, le moyen d'obtenir un revenu. Et donc, pour moi, cette vision dans laquelle il y a des gens qui, par le droit, réussissent à accaparer une partie de la richesse sans avoir à fournir du travail ou sans prendre de risques, ça me paraît d'une pertinence et d'une clarté absolument incroyable. Universelle. Universelle. On n'a pas parlé de Ricardo le financier, c'est dommage, il y avait plein de choses à dire et malheureusement l'auteur passe à côté encore une fois. Bon. Et il ne nous parle même pas de la géologie qui était aussi un des éléments clés de Ricardo. Sa passion? Oui. Il avait une collection de roches qui sert encore de référence. Vous n'avez jamais écrit de biographie de David Ricardo? Mais ça me tente maintenant. Voilà. Écoutez, on prend rendez-vous. Merci beaucoup à tous les deux pour cette exégèse très complète autour de ce livre de David Ricardo, contrasté. Donc, si j'en crois vos avis, eh bien, on se retrouve tout de suite avec notre bibliothécaire Alexandra Paget. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Avec Alexandra Paget, notre bibliothécaire du jour. Bonjour Alexandra. Bonjour Emmanuel. Alexandra, journaliste à la rédaction de BFM Business. Alors Alexandra, quand arrête-t-on notre machine à voyager dans le temps aujourd'hui? 1923. 100 ans. Un siècle. La République de Weimar. L'année où l'hyperinflation ruine le pays. L'année du putsch de la brasserie fomenté par Adolf Hitler à Munich. Putsch raté, rappelez-vous. Et cette Allemagne de Weimar, comment l'historien Christian Bechler nous la raconte-t-il donc dans son Allemagne de Weimar? Alors, Christian Bechler, il est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Marc Bloch de Strasbourg. Il nous rappelle que cette république s'est mise en place après l'abdication de Guillaume II à la fin de la Première Guerre mondiale, avec les réparations de guerre imposées à l'Allemagne par le traité de Versailles en 1919. Le pays est exsangue, l'hyperinflation gangrène le pays. Fin 1923, il affiche une progression hallucinante de près de 17 millions de %. Incroyable, incroyable. Alors le plus intéressant, Alexandra, c'est la façon dont Christian Bechler nous raconte finalement la politique qui est mise en place à l'époque pour venir à bout de cette inflation. Lorsqu'il est nommé commissaire à la monnaie de la République de Weimar en novembre 1923, je vais essayer de prononcer son nom correctement, Hjalmar Schacht va prendre des mesures radicales. Interdire aux agents privés d'imprimer des billets. Stricte limitation du crédit bancaire pour réduire le stock d'argent en circulation. Et surtout, création d'une nouvelle monnaie transitoire, le Rentenmark, dont la valeur est gagée sur le capital industriel et foncier du pays. La confiance se rétablit et l'hyperinflation
disparaît. Le Reichsmark, nouvelle monnaie officielle, est créée dès août 1924. Le docteur Schacht, nommé gouverneur de la Reichsbank en janvier 1924, gagne la bataille. Mais les épargnants allemands ont été ruinés. Et le traumatisme, Emmanuel, de cet épisode reste encore très présent dans la mémoire collective outre-Rhin, expliquant les réticences de l'Allemagne vis-à-vis des politiques monétaires qu'elle juge laxistes. Et oui, ça laisse des traces, évidemment. Une telle épreuve. Merci beaucoup, Alexandra Paget. On retrouve tout de suite notre globetrotter, Benahouda Abdelhaim. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benahouda, bonjour. Bonjour. Benahouda, on démarre notre tour du monde hebdomadaire par l'Allemagne. Est-ce qu'il est plus facile que par le passé ou pas de devenir propriétaire outre-Rhin? Eh bien, c'est un démenti circonstancié à ceux en la matière qui, en Allemagne, prétendent que c'était mieux avant. Au contraire, un document de recherche rédigé par le principal économiste de l'immobilier à l'Institut économique allemand IW, basé à Cologne, nous le dit. Il établit que l'acquisition de sa résidence principale aujourd'hui est plus facile en RFA, en Allemagne, qu'en 1980 ou en 1990, même dans cette période de hausse des taux d'intérêt, même avec la flambée des coûts de la construction et des tensions sur l'offre. En analysant tous les paramètres, Michael Voigtlander établit que la situation actuelle reste en fait assez comparable à celle du milieu des années 2000. L'auteur a élaboré un indice d'accessibilité à la propriété à partir du coût du crédit sur 20 ans pour un logement moyen, mis au regard de l'échelle des revenus moyens en Allemagne. Il y a une quarantaine d'années, dans la RFA d'avant la réunification, certes, les prix n'avaient rien à voir avec aujourd'hui, mais les taux d'intérêt sous-jacents apparaissaient prohibitifs, dépassant les 10%. Ce n'est qu'à partir du milieu des années 90 que la situation post-réunification s'est détendue, jusqu'à arriver à 2016, où il n'a jamais été aussi facile dans l'histoire contemporaine de ce pays, en termes relatifs d'accéder à la propriété. Certes, cela s'est nettement détérioré à partir de 2021, mais ça demeure toujours moins difficile que jadis. L'auteur explique qu'il faut prendre en compte aussi les niveaux d'apport requis, les frais de courtier, les droits de mutation, la hausse des honoraires de notaire, etc., mais aussi les aides publiques à l'accession. Et en combinant tout ceci, cela nous donne des conditions qui apparaissent finalement moins restrictives qu'il y a 40 ans. L'économiste de l'IW juge ensuite que c'est vers la jeunesse allemande d'aujourd'hui, marginalisée dans l'accession à la propriété, que la puissance publique doit porter ses efforts. Direction le Tibet, Benahouda. Le Tibet, une nouvelle ligne de front de la ruée vers l'or blanc. De quoi s'agit-il? Du lithium. C'est un réseau de chercheurs favorables à la cause tibétaine, Turquoise Roof, qui entend démontrer ici le puissant essor du véhicule électrique en Chine, qui est en train de menacer la géologie, le paysage du plateau du Tibet. L'Australien Gabriel Lafitte travaille de longue date sur l'activité minière chinoise dans la région qui se trouve au nord de l'Himalaya, où se trouve 85% de l'or blanc, le lithium du pays. Le minerai qui fait fonctionner, rappelons-le, les batteries électriques. Ce document affirme que les techniques de son extraction et de son traitement sont aussi bon marché en Chine qu'elles s'avèrent polluantes. L'auteur appuie son argumentation sur des données satellitaires, une cartographie précise à partir desquelles il a procédé à des conclusions. Et c'est bien une ruée à laquelle on assiste. D'ailleurs, ce sont des sources publiques. En mai dernier, des milliers d'offres d'investisseurs chinois ont été enregistrées pour pouvoir se lancer dans un terrain, dans une nouvelle partie de ce territoire tibétain, avec des prix initiaux dans les appels d'offres qui ont été dépassés des centaines de fois. D'après des études géologiques officielles chinoises, il y a plus de 3,5 millions de tonnes de lithium à aller chercher au Tibet et dans 2 provinces adjacentes. Dans une localité, par exemple, le numéro 1 chinois des batteries électriques, CATL, s'est vu attribuer des droits d'extraction, alors que les habitants disent ne pas avoir été informés que les pâturages qui sont les leurs avaient été cédés de la sorte. Et d'après l'auteur, les Tibétains qui s'aventurent à manifester leur désapprobation risquent le licenciement, l'emprisonnement, voire pire. Il aborde ensuite toute l'importance stratégique pour la Chine de creuser ainsi ce filon tibétain, dès lors que l'objet
pour la deuxième économie mondiale et de consolider une domination qui aboutirait en fait à établir au travers de ce minerai critique une nouvelle norme internationale de l'automobile post-thermique, l'automobile électrique. Allez, on parcourt tous les continents, Benahouda. Cette semaine, direction l'Afrique du Sud, où on s'intéresse au mécanisme de la sécurité alimentaire. Alors c'est une étude commandée par une chaîne sud-africaine de supermarchés, une étude scientifique basée au Cap, dans un contexte où l'inflation sur les prix alimentaires s'avère là-bas de 8%. Ce document est vraiment particulièrement alarmant. S'agissant d'une économie membre des BRICS, rappelons-le, le groupe des grands émergents. Ces auteurs nous expliquent qu'au moins 49% des habitants de l'Afrique du Sud risquent d'être confrontés en 2025 à la faim dans le sens où on ne sait pas vraiment de quoi sera fait son prochain repas. 4 régions rurales sont les plus affectées, le Limpopo, le KwaZulu-Natal, le Nord-Ouest et Cap-Nord, qui sont vraiment les plus exposés. 49%, c'est certes moins catastrophique que les 52% précédemment évalués pour 2025, mais cela dit beaucoup de cette insécurité alimentaire que subissent des pans entiers du territoire, des habitants du territoire de ce pays le plus industrialisé du continent africain. Toujours d'après les éléments présentés ici, plus de 21% des enfants sud-africains de moins de 5 ans en 2025 vont se trouver dans une situation où la malnutrition va provoquer chez eux un retard de développement cognitif et physique, je cite. Sanjeev Raghubir, qui commente ici les indicateurs, estime que ces données, y compris dans certaines régions plus prospères, doivent amener le pays, ses autorités, ses forces économiques et sociales à prendre le problème vraiment à bras-le-corps. L'objectif avancé est de lancer un débat national visant à une prise de conscience sur la faim, mais le rapport ne nous dit pas vraiment comment ces intentions pourraient aboutir en si peu de temps. Passionnant et alarmant. Merci beaucoup, Benahouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ? Si on peut se passer de David Ricardo, il faut toujours lire Keynes. Et donc, la petite bibliothèque Payot vient de rééditer les 3 derniers chapitres de la théorie générale. Celui qui porte sur le cycle économique, où Keynes nous explique que c'est les anticipations des entrepreneurs qui vont décider du cycle. Sur le mercantilisme, où il nous dit les mercantilistes sont caricaturés comme des protectionnistes. C'est bien plus rusé que ça, la pensée mercantiliste. Et surtout, ça va bien au-delà des abstractions irréalistes de Ricardo, je cite Keynes. Et le fameux dernier chapitre dans lequel il dit les 2 problèmes du capitalisme contemporain, c'est le chômage et les inégalités. Je vais vous dire ce qu'il faut faire pour essayer de les résoudre. 3 petits chapitres de Keynes, très lisibles, ça se lit très bien. Il faut toujours lire son Keynes une fois de temps en temps. Jean-Marc Daniel. Oui, lire le chapitre sur le cycle peut-être. Les 2 autres qui sont assez connus, on peut éviter. Alors moi, je vais revenir non pas à Ricardo, mais à des exégètes de Ricardo, qui est absent du livre, je le déplore, qui est Thomas de Quincey, qui est un des grands écrivains du 19e siècle anglais, et qui a écrit un livre sur sa consommation d'opium, et qui est les confessions d'un mangeur d'opium anglais. Et donc, on vient de rééditer cette année chez Garnier la traduction d'Alfred de Musset. Et donc, il y a un chapitre qui explique comment Thomas de Quincey a découvert Ricardo, comment il a été enthousiasmé par la pertinence, l'enchaînement logique de cette pensée, et comment ça l'a incité à abandonner progressivement, se laisser aller autour de la drogue pour se réinvestir sur le plan intellectuel. Et il y a un exposé dans ce livre des théories de Ricardo qui est à la fois clair et écrit par Musset, saisissant. Il va vraiment être très drogué. Dites donc, il n'y a jamais eu de livre d'entretien fictif entre David Ricardo et John Maynard Keynes. Personne n'a essayé cet exercice. On pourrait. Thomas de Quincey avait fait un livre d'entretien qui s'appelle le dialogue des trois Templiers. Et dedans, il y a effectivement un personnage qui est censé représenter les mercantilistes, les économistes un peu traditionnalistes d'avant Ricardo. Il y avait eu le souper, vous savez, la pièce avec... Fouché et Talleyrand. Écoutez, Jean-Marc, c'est bon, écrivez-nous une pièce avec Keynes et Ricardo, puis vous jouerez les rôles, messieurs, tous les deux. Le tout, c'est de savoir qui se retrouve en enfer ou au paradis.
Allez, moi j'ai choisi de vous parler d'un livre historique passionnant. Ça s'appelle Le Web français, histoire d'une épopée et de ses pionniers. Ça raconte 30 ans finalement de web made in France avec tous les personnages qui l'ont façonné, les spécificités du web à la française, des entrepreneurs, des grands patrons, des ingénieurs. C'est une très belle épopée qui nous est racontée ici par Sophie Bramley, Pascal Gaillat et Fabien Soyer. C'est aux éditions Duno. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bien sûr, bonne lecture.